Très chers amis amateurs de thé francophones, bonjour. Je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Nous continuons aujourd'hui notre cours sur les oolongs que nous avons commencé ce semestre. Nous avons déjà vu le Jinchuan oolong, le Qingxing d'Alishan, le Qingxing de Shaninshi. Aujourd'hui, nous allons encore voir un Qingxing de Shaninshi, mais il a un autre nom. Celui-ci s'appelle comment il s'appelle? Oolong de compétition de Shaninshi. En fait, oolong de compétition de Dongding de Shaninshi. C'est un petit peu compliqué tout ça. Je vais essayer de clarifier tout cela. Alors, le plus simple, si vous voulez bien profiter de ces cours, c'est de vous acheter cet échantillonnage que j'ai créé pour ces cours, pour ce semestre. Vous trouvez ça sur mon blog et dans la description de cette vidéo si vous me suivez sur YouTube. Mettez-moi un petit like pendant que vous y êtes, ça va m'aider. Ce set d'échantillons, il couvre donc un grand nombre de oolongs différents et chaque semaine, je vous en présente un différent qui vous permet de les comparer un peu entre eux et puis souvent au celui de la semaine d'avant et de mieux comprendre qu'est-ce qui fait que tel ou tel oolong a un goût très particulier. Donc aujourd'hui, nous commençons pour la première fois à goûter à un oolong torréfié. Donc nous allons nous intéresser à la torréfaction. Si vous vous rappelez la semaine dernière, notre oolong Qingxing de Shaninshi ressemblait à ça, très très vert. Mais cette semaine, notre oolong torréfié de la compétition de Dongding, il a cet aspect-là. Donc très très différent de la semaine dernière. Pourtant, ce sont les mêmes feuilles au départ. Vraiment, la différence entre ces deux feuilles, c'est la torréfaction qui a eu lieu toujours en dernier. C'est toujours la dernière étape de la production d'un oolong. On peut parfois ne pas le torréfier, ça nous donne ça. Et si on le torréfie jusqu'à un certain point, ça va nous donner ça. On peut le torréfier un peu plus léger et il aura un aspect entre les deux. Mais si on le torréfie vraiment très bien, dans le style de cette compétition de Dongding, on obtient ça. Donc, déjà des aspects très très différents. Hop, je remets celui-là dans sa jarre. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce thé pour bien comprendre? D'abord, faisons un petit peu d'histoire. Ce thé de Dongding, donc il nous vient de cette compétition de Dongding qui a été créée en 1976 par Dr Wu Zhenduo, qui était le directeur de ce centre de recherche du thé taïwanais, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans les précédents cours, car il a été celui qui a inventé le cultivar Jinchuan, et il a également été celui qui a analysé le cultivar Qingxing pour remonter à son parent. Regardez mes cours précédents. Et donc en 1976, il a eu l'idée de créer une compétition de thé avec les fermiers du centre de Taïwan. À l'époque, leur thé était un petit peu moins connu que le thé du nord, le Baozhong. Et donc un petit peu pour leur donner un coup de projecteur pour les aider à mieux vendre leur thé, il s'est dit on va faire cette compétition et en même temps ça va lui permettre de fixer un standard, de dire aux fermiers, le thé pour qu'il gagne, il faut que vous le fassiez comme ceci, et non pas comme cela. Il va un petit peu, cette compétition aussi pour but de guider les fermiers pour qu'ils s'approchent d'un certain standard et qu'ils y arrivent et qu'ils essaient de l'atteindre. Donc non seulement c'est un standard et une compétition pour arriver à faire de la qualité, mais surtout c'est pour vraiment créer un goût type du thé. Et pourquoi il a choisi ce standard-là plutôt qu'un autre?
En fait, Dr Wu Zhendo avait été formé dans le Fujian à Wuyi, et il était vraiment amoureux des Yancha de Wuyi, venu à Taïwan avec tous ces Chinois qui sont partis à l'époque de la guerre civile entre communistes et nationalistes. Il avait vraiment le mal du pays, et le mal, et vraiment il avait envie de boire des thés de Wuyi, mais comme il ne pouvait pas, comme il y avait ces problèmes de géopolitique entre Taïwan et la Chine, qui dure jusqu'à nos jours, comme on peut le voir dans les actualités. Mais à l'époque, c'était encore bien pire, parce qu'il n'était pas possible pour les Taïwanais d'aller voyager en Chine, et les Chinois n'exportaient pas leur thé à Taïwan. Donc il était strictement impossible de boire des thés de Wuyi à Taïwan. Mais comme il avait vraiment très envie d'en boire, il a, avec cette compétition, essayé de faire un thé le plus semblable possible à ces thés-là. Donc au niveau de l'oxydation et au niveau de la torréfaction, on se rapproche le plus possible de cette qualité des thés de Wuyi que Dr Wu Zhendo avait en tête. La seule différence, c'est qu'il s'est adapté à la façon de faire dans le centre de Taïwan, qui est de rouler les thés en boule. Il n'a pas décidé... Bon, c'était trop compliqué de changer cette habitude-là, et il y a également certains avantages dans cette façon de faire. Donc il s'est dit, on ne va pas tout chambouler, mais on va essayer de faire en sorte que les thés de cette compétition soient vraiment très similaires à ceux de Wuyi. Donc on va un peu les considérer comme des cousins de Wuyi. Et Wuyi, c'est un thé très important, vu que c'est là que a commencé l'histoire du Oolong. C'est là que le Oolong a été inventé au début de la dynastie Qing. C'est un des derniers thés qui a été inventé. Donc, commençons par préchauffer notre gaiwan pour bien le faire. Et pendant ce temps-là, je vais encore vous raconter quelques petites choses. D'abord sur l'aspect des feuilles. Quand on regarde de plus près, on remarque qu'il n'y a pas que la couleur qui change. Il y a également un manque de tiges dans ces feuilles, dans l'aspect visuel de ces feuilles. Tout à l'heure, sur les thés de haute montagne frais, on voyait beaucoup de tiges. Ici, on remarque qu'elles ont été enlevées. Maintenant, ça se fait avec des machines. Et une seconde chose, la couleur est beaucoup plus uniforme. Et pour cela, ils ont également des machines qui vont mettre de côté, qui vont enlever les feuilles qui ont des couleurs en dehors d'une certaine limite. Donc là, il y a des points dans cette compétition pour l'aspect visuel, et pour que les feuilles aient l'air plus jolies. Donc visuellement, on va enlever les tiges, et on va également enlever les feuilles dont la couleur est très différente des autres, pour que l'aspect soit très similaire. Et ce qui veut nous dire aussi que ainsi on peut être certain que le goût va aussi être similaire. Il n'y aura pas certaines feuilles qui sont plus ou moins oxydées ou torréfiées que d'autres. Et donc le goût sera beaucoup plus pur, beaucoup plus harmonieux que si on avait des feuilles de couleurs très différentes. Donc ça, c'est déjà 2 points pour l'aspect visuel, qui va être différent donc des feuilles de haute montagne. Alors, au départ, donc la compétition de Dongding, ça se réfère au nom d'une colline non loin du village de Lugu. Lugu, c'est le grand village dans la région où ces fermiers habitent tous. Et c'est là qu'est implantée la Lugu Farmers Association, donc l'association des fermiers de Lugu, qui organise en même temps, avec ce centre de recherche du thé, cette compétition de thé. Les thés, il y en a plus de 5000 à chaque compétition. Au départ, c'était simplement au printemps. Maintenant, c'est au printemps et en hiver, parce que les conditions sont assez similaires au printemps et en hiver.
On peut faire ce genre de thé dans les 2 saisons, mais ça ne serait pas possible de les faire en été ou bien à l'automne parce qu'il fait beaucoup plus chaud à ce moment-là. Donc printemps et hiver, c'est là les saisons plus froides où il est possible de faire ce type de thé. Je mets l'eau à préchauffer. Et donc les thés sont collectés par cette association, et cette association, les fermiers qui sont les plus motivés font un stage pour apprendre à devenir des juges, et c'est eux qui vont commencer par juger la plupart des feuilles qui sont envoyées à cette compétition. Souvent, c'est une centaine de lots différents qui sont tous anonymes. D'habitude, ils en rejettent pratiquement la moitié dès le premier test pour vraiment s'assurer que la qualité dans cette compétition est bien haute. Et ils vont avoir plusieurs niveaux qu'ils vont donner d'abord au niveau des fermiers de Lougou. Donc il y a une bonne partie qui est rejetée, et après il y a, je crois, 2 ou 3 niveaux de feuilles, et les environ 5% des meilleures feuilles, des meilleurs lots vont être envoyés à Taipei, à Yangmei, dans ce centre de recherche, et c'est là-bas que les fonctionnaires, chercheurs, dégustateurs de Yangmei, de ce centre de recherche, vont faire le classement pour ces 5% de l'eau qui sont jugés par les gens de Lougou comme étant les meilleurs. Donc eux, ils vont donner, c'est eux qui vont décider qui sont les 10 premiers et le gagnant. C'est fait. Et puis ils vont également ensuite les grader en 3 niveaux. On y va. Alors pour la compétition de Oolong, eux ils prennent 3 grammes pour 6 minutes. Aujourd'hui je n'utilise pas ce standard pour infuser ce thé. Donc j'ai versé un petit peu doucement, plus doucement que pour un Oolong de haute montagne. Par contre j'ai vraiment fait attention à avoir une température de l'eau très proche de l'ébullition pour arriver à ouvrir les feuilles. Il est vraiment important d'arriver à ouvrir ces feuilles. Et d'ailleurs, des feuilles torréfiées de Oolong qui n'arrivent pas à s'ouvrir, ce sont des feuilles qui sont surtorréfiées, qui sont pratiquement tuées par la torréfaction. Une bonne torréfaction, c'est une torréfaction où quand même les feuilles arrivent à s'ouvrir au bout d'une bonne infusion. Donc là, on va regarder l'infusion, comment elle va évoluer. On peut également la sentir. Et donc chaque année, 2 fois par an, on a cette compétition qui va primer les meilleurs thés et qui va également aiguillonner les fermiers pour savoir quel est le niveau de torréfaction qui est vraiment attendu des juges. Il y a parfois des petites variations au cours des années quand les juges sont remplacés, qu'il y a un nouveau juge qui prend sa place. Un des changements qu'il y a eu assez récemment, c'est qu'ils ont opté pour une autre eau pour faire les tests. Ils ont opté pour une eau AO, donc d'osmose réversée. Donc leur but, c'était d'avoir une eau vraiment très très neutre et que tout le monde puisse obtenir assez facilement.
pour que ce soit vraiment le plus scientifique possible, parce que des eaux minérales d'un endroit, on les trouve pas pareilles d'un endroit à un autre. Par contre, une eau avec osmose réversée, celle-là, elle n'a aucun minéral, et donc celle-là, n'importe qui partout dans le monde peut l'utiliser. Mais comme c'est une eau qui est vraiment très très plate, qui n'a pas de goût du tout, ça a eu pour impact que les thés qui gagnaient avec cette eau, et qui gagnent encore avec cette eau, ce sont des thés outrageusement torréfiés, très très torréfiés, parce que l'eau étant tellement neutre, tellement plate au goût, il fallait compenser avec le goût du thé. Et donc ça, c'est quelque chose qui va changer de nouveau dans les prochains temps, parce qu'il y a trop de gens qui étaient pas satisfaits de cette direction de rendre les thés trop torréfiés. Donc là maintenant il y a de nouveau un mouvement de balancier inverse où on va vers une torréfaction de nouveau un petit peu plus légère, un petit peu plus respectueuse également de la fraîcheur des feuilles. Mais l'avantage de la torréfaction, c'est pas simplement de changer les arômes, de nous donner des arômes beaucoup plus maltais, sombres, mais il y a également un avantage dans la conservation du thé et dans la bonification. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir dans le prochain cours, quand nous allons déguster un houblon de 2009. Un houblon de compétition de 2009, pour voir comment il évolue avec le temps. D'ailleurs, déjà une des grandes différences qu'on peut voir, c'est l'évolution du thé quand il est dans une jarre, dans une jarre avec un petit peu d'air au contact. Il y a une odeur qui va s'affiner avec le temps, et il va vraiment bien aimer le fait d'être conservé dans une jarre, alors que les houblons de haute montagne, eux, ils préfèrent être conservés sous vide avec le moins d'air possible pour garder cette fraîcheur. Alors on remarque que la couleur maintenant est vraiment très orangée au lieu d'avoir une couleur très, très verte, parfois un petit peu jaune, mais là on est vraiment dans l'orange, et avec une très très bonne transparence, une très très bonne clarté de l'infusion. Ça, c'est toujours un très bon signe de qualité. Je vous montre également les feuilles, elles ont vraiment bien ouvert. On peut en prendre une, et vous voyez que déjà cette feuille-là, je peux l'ouvrir. Elle est maintenant bien plus verte après la première infusion que tout à l'heure. Forcément encore plus sombre qu'une feuille de haute montagne, mais sa couleur tend bien plus vers le vert, et vous voyez, elle s'est complètement ouverte. On voit qu'elle est vraiment plutôt verte, elle n'est pas rouge. Il y a un petit peu de rouge sur les bords, qui montre qu'il y avait un petit peu une oxydation un peu plus forte sur les bords. Mais donc c'est une feuille qui est où la torréfaction est assez puissante, hein, on le voit à la couleur de l'infusion qui a bien changé par rapport à un houblon de haute montagne, mais la feuille peut s'ouvrir dès la première infusion. Au niveau des arômes, on a pour cette première infusion vraiment des arômes très maltais, très doux, un peu de molasse. Pour moi, c'est presque du cognac aussi, déjà dans les feuilles sèches. Mais
En fond, il y a encore un petit peu un goût de fraîcheur qui va être encore plus fort dans la seconde, troisième infusion. Et surtout, on a beaucoup plus de mâche, on a beaucoup plus de sensations dans le palais et une longueur en bouche qui fait durer le plaisir et qui ramène encore plus de salivation et beaucoup de douceur qui ressort. Et ça, c'est vraiment très particulier au terroir de Shanxi et de cette région du centre de Taïwan de Lugu. Pour cette compétition, on sent encore des odeurs de torréfaction qui sont parfois un petit peu semblables à des odeurs de brûlé, mais en faisant une infusion très douce et délicate, sans exagérément faire tourner les feuilles, ces arômes-là sont quand même bien en harmonie et contrebalancés par les arômes du thé et de leur fraîcheur. Mm. Voilà. Et au niveau de la gorge, ça c'est assez important. C'est au niveau de la gorge que souvent on voit la qualité d'un thé. Si la gorge se resserre, c'est que le corps n'a pas envie de boire ce liquide. Donc c'est important de remarquer si la gorge reste ouverte et qu'elle accepte ce thé. Mm. Et là, c'est un thé, on remarque quand même qu'il apporte beaucoup de chaleur. Là, je commence à transpirer. Donc, pendant les saisons fraîches, c'est un super thé à boire parce qu'il va vous apporter une sensation également de chaleur et de bien-être. On commence même à transpirer. Donc, si vous devez mettre la température à 19 degrés, buvez ce thé-là et vous aurez l'impression qu'il en fait 26. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour ce thé de Oolong de la compétition de Dongding. Il a plusieurs noms, on peut également l'appeler Rongshui, son nom technique, ce qui veut dire eau rouge, plutôt orange. Thé torréfié, Oolong torréfié, Dongding Oolong, Oolong de compétition, vu que la plus grande compétition c'est celle de Dongding. Et donc la torréfaction, c'est sa dernière étape dans la fabrication du thé qu'on peut ou pas faire. Les thés de haute montagne ne passent pas par là. Et quand on l'a fait, donc au départ c'était sur du charbon à même le sol, dans un trou creusé dans le sol avec on appelle ça des paniers en bambou. Et maintenant on fait ça surtout dans des fours électriques ou bien dans des fours à infrarouge. Ça c'est notre innovation parce que la chaleur du charbon, c'est une chaleur qui se diffuse par infrarouge. Mais ça peut, donc la plupart du temps, c'est par des fours électriques. Et une bonne torréfaction, c'est une torréfaction qui est assez lente et longue et pas trop haute. On parle environ d'une centaine de degrés Celsius, plus ou moins, mais assez longue pour qu'elle ait vraiment un impact, pour qu'il y ait cette réaction de Maillard. Mais pas trop forte non plus pour ne pas abîmer, pour ne pas brûler les feuilles. Donc il faut très souvent ressortir les feuilles pendant ce processus de torréfaction, les laisser reposer et les remettre dedans. En chinois, il y a cette sanjin sanchu, cette expression qui veut dire on les met 3 fois dedans, on les ressort 3 fois. Pour montrer vraiment qu'il s'agit de faire une torréfaction très 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 douce, un petit peu comme on fait mijoter une casserole avec un feu doux pour vraiment qu'il y ait une harmonie entre tous les aliments
et quelque chose qu'on ne peut pas obtenir si on fait ça trop vite. Et donc là, les bons thés de compétition, ils nous offrent donc des arômes très harmonieux, très bien balancés entre la fraîcheur et le côté torréfié.